sur ce nouveau live Executive Studio. Alors, je me présente peut-être pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Rezlen Zaher, fondatrice de l'agence Executive Studio, une agence de conseil en rayonnement professionnel pour les leaders de demain. Alors, nous avons régulièrement le plaisir de vous proposer des lives 100% inspirants avec de nombreuses personnalités pendant cette période si imprévisible. Aujourd'hui, le thème, c'est être et rester ou être et devenir humaniste. Je suis ravie d'accueillir Solène Thomas, chasseuse de tête, humaniste, experte en biodiversité des talents, fondatrice d'Éclore, mouvement d'humanité au travail. Donc un live pour inspirer et rassembler celles et ceux qui veulent donner un sens humain au travail, un monde où chacun et chacune assume sa singularité dans sa vie professionnelle et sa responsabilité dans la vie humaine pour contribuer ainsi chaque jour à son rayonnement professionnel. Alors nous savons désormais que cette crise majeure présente aujourd'hui une opportunité unique d'opérer enfin des changements profonds dans nos vies, dans nos entreprises, mais aussi sur notre impact environnemental et sociétal. Les conditions n'ont jamais été aussi favorables. Alors nous allons échanger pendant 45 minutes, partager ensemble, échanger peut-être notre regard sur notre monde de demain. Solène, je suis ravie de te recevoir sur ce live Executive Studio. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Solène, il y a quelques années, tu avais un job passionnant dans une belle entreprise de plan international. Tu étais très performante. Tu chassais les plus grands dirigeants, COMEX de grands groupes du CAC 40, au potentiel de TI française. Et pourtant, il te manquait quelque chose. Et à ce moment-là, tout a changé pour toi. Tu t'engages vers un chemin personnel de résistance humaniste, je te cite, une résilience au travail face à un monde qui manque quelquefois d'humanité. Pourrais-tu nous partager cette expérience, ton parcours vers ce cheminement et peut-être te présenter aussi? Merci. Merci Rezlen de cette invitation. Alors d'abord, je trouve ça très prétentieux de se dire humaniste et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Il y a une forme de prétention. L'idée, c'est pas de dire qu'on est humaniste, mais bien qu'on est sur ce chemin humaniste d'émancipation. Voilà, je voulais poser ça tout de suite. Et puis, effectivement, partager ce parcours qui est le mien, qui est un parcours où, en fait, je combine une vie professionnelle dans laquelle je suis toujours à recruter des cadres dirigeants. Donc, je suis toujours dans la même société depuis un certain nombre d'années. Et en parallèle, j'ai développé Éclore, qui est un mouvement culturel. En fait, tout a commencé après la découverte de la méditation. J'ai fait un stage intensif, Vipassana, que certains doivent connaître, qui consiste à méditer pendant 10 jours dans le silence total. Et quand je suis revenue dans ma vie active, j'ai compris à quel point mon job manquait de sens et je n'arrivais plus à trouver le bon ajustement. J'avais des candidats avec lesquels j'avais envie d'être dans un échange authentique, très profond. Mais finalement, je n'étais pas payée pour ça. Et ni les clients ni les candidats étaient dans cette attente-là. Donc, j'avais du mal à me positionner en tant que chasseuse de tête. Et j'ai entrepris un voyage en Inde, un peu en errant. Je ne savais pas trop atterrir. Pendant 10 jours, j'ai un peu été nomade, j'ai un peu erré. Ce n'était pas facile, en fait. Et puis, au bout de 10 jours, je suis allée me réfugier à Delhi, dans un quartier un peu plus calme, hein, parce que les grandes villes indiennes, c'est cacophonique, c'est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Je ne sais pas, Rezlen, si tu connais l'Inde. Alors, pas encore, je rêverais effectivement d'y aller. Donc, je me réfugie dans ce quartier tibétain. Je prends un bon hôtel. Ça faisait 10 jours que je dormais dans des lieux un peu insalubres. Je me paye un bel hôtel au standard européen. Et puis, le lendemain matin, j'ouvre mes rideaux et je tombe sur un monticule de déchets avec des enfants qui jouent dans ces détritus. Et là, j'ai eu un vrai électrochoc. Je me suis demandé si j'étais responsable de cette misère que j'observais. Et alors, la première réponse, c'est de se dire qu'évidemment, on n'est pas coupable, en tout cas pas directement. Par contre, on a sûrement une part de responsabilité au sens de répondre d'eux. Et donc, j'ai vraiment pris conscience que dans un monde qui souffre, dans un monde où 1% de la population détient la richesse, 80% de la richesse ou quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de rapports de force entre les pays, entre les entreprises, entre les individus, il y avait un truc qui n'allait pas et que je me devais d'agir. Donc, c'est d'abord une prise de conscience un peu philosophique et des questionnements personnels sur ma place au travail qui m'ont amenée à créer Éclore.
qui a été créé en 2015. Et depuis, Éclore, c'est un peu comme un bébé. Tu connais ça, Reslène, qui est entrepreneuse. Donc, on le chérit, on le fait grandir, il change d'identité. Et je pense qu'on arrive à un moment où Éclore va prendre encore de nouvelles formes. J'en parlerai plus tard, peut-être. Très bien. Oui, donc du coup, quelles ont été pour toi, si tu peux retenir peut-être 3 clés fondamentales de cette prise de conscience ou cette transformation personnelle? La première clé, c'est l'existence d'un espace intérieur de liberté totale, de libre arbitre, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un petit peu ce vertige qu'on découvre qu'on peut découvrir quand on fait de la méditation ou d'autres pratiques d'ailleurs de développement personnel, voire spirituel. C'est l'existence d'un espace à l'intérieur de soi qui est totalement libre de tout conditionnement, à partir duquel on peut penser, on peut créer, on peut rêver. Voilà, donc cette découverte-là, elle était pour moi vraiment un électrochoc. Et depuis, j'essaye dans tout ce que je fais de me connecter au maximum à cet espace de liberté. Le deuxième apprentissage, c'est prendre conscience que l'amour ne va pas sauver le monde. Je pense que les premières années, quand j'ai découvert l'existence de la spiritualité ou l'existence d'autres plans de conscience et que j'y ai accédé de manière assez soudaine, j'ai cru que l'amour pouvait sauver le monde. Et donc, j'étais dans une posture d'accueil, d'écoute intense, d'acceptation un peu de tout ce qui est. Et finalement, on ne s'engage pas personnellement dans sa vie ou dans la citoyenneté quand on est toujours dans cette position méta, hein, toujours avec cette hauteur de vue. Ça a été pour moi comme un refuge intérieur, voilà, et où je nourrissais cette croyance d'un amour qui finalement était un amour désincarné, parce que le véritable amour, il confronte, il challenge, il sait dire non, il sait fermer une porte. Voilà, donc la deuxième clé, c'est se dire oh oui, il y a cet espace intérieur, mais ça ne doit pas être un refuge de chaque instant. On doit le contacter, mais on doit garder le discernement du réel. Oui. Cette seconde clé, j'aimerais partager une anecdote. J'échangeais avec mon acolyte de projet Éclore qui s'appelle Riyad Salem. Donc, quand je l'ai rencontré, j'étais un peu dans ce déni du réel. Et un jour, je disais à Riyad, tu sais Riyad, moi je pense que de toute façon, l'amour va sauver le monde. Et l'amour peut tout transformer. J'étais aussi dans la loi de l'attraction, la pensée crée le réel. C'est vrai sur un niveau subtil hein, de l'être, mais ce n'est pas vrai sur tous les niveaux. Et Riyad m'a regardée et m'a dit, tu sais Solène, je suis née sans jambes et j'ai prié, j'ai médité, j'ai tout fait. On m'a fait croire quand j'étais gamin que mes jambes repousseraient. Je sais aujourd'hui que mes jambes ne repousseront pas. Je peux mettre tout l'amour que je veux, mes jambes ne repousseront pas. Et là, je crois que ouais, il m'a offert une deuxième clé qui est assez cruciale, hein, l'acceptation et la reconnaissance du plan réel. Et puis la troisième clé que j'ai envie de partager, c'est l'importance de se confronter à des personnes différentes. Dans l'entrepreneuriat parisien, il y a beaucoup, quand on est un peu bobo, on est souvent dans l'entre-soi et c'est confortable d'être avec des gens qui ont les mêmes codes et qui pensent comme soi. Et j'ai été aussi sûrement dans ce conformisme social. Et puis, on m'a ouvert des portes autour de la neurodiversité, du handicap, des banlieues. Et aujourd'hui, dans Éclore, on intègre des personnes très, très différentes en termes d'âge, de niveaux sociaux, de type d'intelligence. Et en fait, c'est extrêmement fécond d'accueillir cette diversité. C'est ce que j'ai envie de partager. Très bien, merci. Alors, je te cite. J'aspire de tout mon cœur à ce que tout un chacun puisse éclore, trouver un rôle professionnel dans lequel il se sente en confiance, en accord avec ses valeurs et en accord avec ses talents. Puissions-nous ensemble créer un monde riche de tous. Tu as créé Éclore, un mouvement d'humanité au travail. Éclore est l'anagramme de colère. Pourrais-tu nous en dire plus? Quelle est ta mission? Quelles sont tes ambitions à travers ce mouvement et tes prochaines initiatives peut-être? Oui, le premier constat qui est pour moi très douloureux, que je fais au quotidien, c'est l'écart très grand
entre les potentiels humains et les conditions de travail qui permettent ou non de faire éclore ces potentialités, et l'observation qu'on est dans un monde où les natures humaines ne sont pas reconnues. Il y a énormément de biais cognitifs. On ne sait pas voir qui est l'autre vraiment, en vérité. On est beaucoup dans des projections. Et c'est de se dire comment on fait pour créer des terreaux professionnels fertiles où chacune puisse pleinement s'exprimer. Donc je crois qu'effectivement éclore, c'est aussi se nourrir au quotidien de mes pratiques professionnelles, de ma tour d'observation professionnelle, où je recrute des hauts potentiels et des dirigeants, et où j'observe une forme de comédie humaine. J'observe beaucoup de personnes qui ne sont pas au bon endroit, beaucoup de candidates que je pousse qui finalement ne sont pas recrutées parce qu'on ne sait pas nécessairement voir leur talent, leur singularité. Il y a une forme de conformité, donc une forme de... Ouais, j'observe que les candidats qui sont finalement recrutés sont rarement les meilleurs. Que le rayonnement, puisque c'est un de tes sujets, Rezlaine, au cœur de ton studio, que le rayonnement fait peur. Donc les candidats, les candidates qui sont les plus authentiques, les plus rayonnants, ne sont pas ceux qui ont le plus beau parcours professionnel. Souvent, on a peur de ces candidats. Et donc, j'ai décidé d'œuvrer par la culture en me disant qu'il ne suffit pas d'aider les gens à se connaître, il ne suffit pas d'aider les entreprises à recruter différemment, il faut aussi qu'on change tous ensemble de logiciel intérieur, qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, le monde du travail et globalement la société est dysfonctionnante. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux individus, aux collectifs de se connaître, d'interagir de manière respectueuse, d'être dans des modes de travail inclusifs. Et Clore est pour moi vraiment l'occasion de travailler sur la culture du travail pour passer d'une logique d'aliénation, où on va plutôt soumettre les personnes, on va les rogner, les mettre sous cloche, et pour aller dans une logique où le travail sera émancipateur et où chacun pourra s'exprimer pleinement pour agir là où la société a besoin d'eux et d'elle. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Oui, alors du coup, les prochaines initiatives que tu envisages pour Éclore, alors là, peut-être pourrais-tu nous parler aussi des dernières initiatives qui ont justement eu beaucoup d'écho aussi dans la ville, à Paris notamment, et des prochaines initiatives peut-être? Oui, pour être peut-être un peu plus concret sur ce que nous faisons avec Éclore, on crée une culture, on participe à l'émergence d'une nouvelle culture de société, donc émancipatrice pour les individus, pour les personnes et respectueuse des différences. Et pour ça, on crée des événements, on en a créé plus de 300, alors des petits ou des plus grands jusqu'au Zénith. Nos événements majeurs sont des festivals qu'on a fait à l'Hôtel de Ville de Paris autour du management humaniste, avec Pôle emploi Innovation à La Villette autour des talents atypiques en recherche de sens au travail. Et puis, à côté de ces festivals, on a une initiative qui s'appelle Debout Citoyenne, qui vise à donner la scène à des femmes engagées dans la transition de société, qui savent s'exprimer de manière authentique et qu'on met insuffisamment en valeur. Et donc, on a organisé 6 cabarets de femmes dans des petits théâtres parisiens. Et ça nous a amené jusqu'au Zénith le 8 mars dernier, où on a proposé la scène à 100 femmes extrêmement différentes. Ça, c'est assez fascinant de voir sur une même scène des ministres, des chamans du Brésil, des artistes, des entrepreneuses. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer cette scène pour que cette culture de sororité puisse se donner à voir et avec des paroles de femmes libérées. Et dans les prochains événements, mais on va poursuivre avec des festivals et des debout citoyennes. Sûrement un debout citoyenne qui va s'inscrire dans un registre un petit peu plus politique parce qu'on est en train de négocier des choses avec des départements. Mais c'est encore un peu prématuré pour que j'en parle. Et en tout cas, ce qu'on souhaite vraiment dans le grand projet à venir pour 2021, c'est d'ouvrir un lieu, donc un lieu au cœur de la cité qui sera dédié à l'épanouissement humain, l'épanouissement professionnel, mais aussi à l'engagement sociétal. Très bien. Oui, tu parlais tout à l'heure de dysfonctionnement, de manque d'humanité au travail. Alors, comment aujourd'hui tu
Tu agis pour les transformer. Tu disais récemment, tout ce que je ressens de frustrant à travers ma petite lucarne de chasseuse de tête, je l'utilise comme moteur pour agir dans le monde. Oui, c'est souvent en effet ce que j'observe professionnellement qui vient nourrir des réflexions, d'événements ou des posts sur LinkedIn ou voilà, tout un tas de pratiques qu'on a dans le collectif Éclore. Donc, il y a vraiment un jeu de miroir. Et ce qu'on crée dans Éclore, c'est créer vraiment à partir du réel, à partir du quotidien, que je vis ou que d'autres d'ailleurs du collectif vivent. J'aimerais revenir sur ce qu'est l'humanisme parce que c'est extrêmement délicat, l'humanisme. D'abord, nous, on travaille beaucoup dans Éclore. On a des pratiques qui visent à créer un espace de résonance pour chacun. Donc, l'idée, c'est pas tant de dire tel comportement est humaniste et tel autre comportement ne l'est pas, mais c'est d'être en capacité de vivre des moments en groupe qui nous permettent de faire une pause et d'observer ce qu'on a fait, comment on se sent dans nos vies et comment on peut se faire grandir tous ensemble. Donc, pour nous, l'humanisme, c'est vraiment une capacité à trouver une ligne de crête entre des contradictions apparentes qu'on peut avoir en soi et qu'on peut avoir aussi dans la relation à l'autre. Et je vais donner un exemple très concret, puisque c'est quelque chose de très récent. Un client a recruté une candidate, c'est un peu confidentiel, je vais le dire. Un client a recruté une candidate qui était une femme avec un leadership très assumé, très direct, une femme assez cash, assez directe. Alors que lui est sûrement plutôt un leader gentleman, beaucoup de discrétion, beaucoup d'élégance. Et donc, il reprochait à cette candidate d'être trop frontale, trop finalement agressive et pas assez respectueuse des personnes. Et en fait, c'est vraiment une question de lecture. C'est-à-dire que dans certains contextes, d'avoir cette frontalité, c'est tout à fait constructif, ça permet au projet d'émerger. Mais avec certaines lectures, ce côté un peu pushy, je ne sais pas comment le dire, peut être perçu comme irrespectueux. Et on voit bien que personne n'a raison ou tort. Hein. C'est pas ça. L'humanisme, c'est pas de la bienveillance à toutes les sauces. Hein. C'est autant de la bienveillance que de l'exigence, de la raison que de la passion. Ne rien faire de rien une affaire personnelle et en même temps s'engager personnellement dans ce qu'on entreprend. Donc, on trouve cette ligne de crête. Hein. Pour terminer sur cet exemple de dirigeant, il disait, Solène, je ne comprends pas que vous me l'ayez fait recruter alors que vous êtes humaniste. Et être humaniste, ce n'est pas n'être que dans la douceur. Être humaniste, ça peut être aussi s'engager avec fermeté, dire les choses très directement aux personnes. Et c'est un petit peu notre ligne aujourd'hui. Et j'observe que beaucoup se méprennent sur ce qu'est l'humanisme. Voilà. Ce n'est pas tout pardonner, ce n'est pas n'être que dans la bienveillance, ce n'est pas être que dans l'accueil. C'est aussi avoir du discernement et adapter son discours et ses comportements à la situation. Très bien, merci. Alors justement, comment arrives-tu à allier tes deux vies aujourd'hui entre ta vie de chasseuse et ta vie militante, citoyenne engagée? Comment faire finalement pour être dans ce métier de chasse où tu dois aussi chercher des contrats et en même temps être dans cette qualité de présence, de relation à l'autre, de profondeur et d'accueil? C'est difficile. J'avoue que c'est difficile. C'est beaucoup plus facile d'avoir cette qualité de relation à l'autre quand on est dans un centre de méditation pendant 10 jours ou avec des amis à marcher dans la forêt. Mais justement, je trouve que l'humanisme ou ces qualités d'être s'éprouvent dans le réel, dans la cité, dans la société, dans l'entreprise. Donc, c'est comme une mise à l'épreuve au quotidien de cet humanisme auquel j'aspire, sur lequel je chemine avec plein d'amis. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment le monde réel, notamment la brutalité qu'on trouve en entreprise, et un support d'exception pour travailler son humanité. Donc, c'est au quotidien. J'ai la chance d'avoir quelques amis écloriens qui habitent à côté de chez moi. Donc, tous les matins,
à 7h30, on pratique de la méditation, du yoga, on fait un bon petit déjeuner. Donc ça, c'est des rituels au quotidien. C'est le fait d'avoir la chance d'être entourée, notamment avec Éclore, avec des personnes qui sont capables de me parler en vérité. Donc, d'avoir un miroir grossissant sur ce que je peux moins bien faire ou bien faire. Donc ça, il y a cette exigence du regard de l'autre. Le fait aussi de côtoyer des écosystèmes très, très différents, ça met à l'épreuve. Donc, je trouve que la mise à l'épreuve est essentielle quand on veut cheminer en vérité. Très bien, merci Solène. Alors, tu es très active sur les réseaux avec plus de 52 000 abonnés. Je dirais même que tu es un vrai modèle de rayonnement professionnel. Tu agis sur les réseaux de manière très proactive pour entrer en résonance avec des entreprises du monde de demain, des organisations matures, un management éclairé. Et les candidats viennent aussi à toi très naturellement. Alors, comment as-tu réussi à créer cette si grande communauté avec qui tu interagis aujourd'hui? En fait, c'est né d'un cri du cœur. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 ans peut-être maintenant, je me sentais faire le grand écart entre ma vie dans un cabinet de recrutement et ma vie de créatrice ou d'artiste dans Éclore. J'étais vraiment en dissonance. Les pratiques étaient tellement éloignées. Une réunion en cabinet de recrutement, quel qu'il soit, et une réunion Éclore, c'est juste le jour et la nuit. Dans le premier, on ne s'écoute pas. Dans le second, on s'écoute. Dans le premier, tout le monde ne prend pas la parole. Dans le second, tout le monde prend la parole. Et à un moment, c'était plus tenable. En fait, c'était plus tenable d'avoir autant de dissonance. Et je me suis dit, la manière la solution que je peux trouver, c'est peut-être d'avoir plus de clients qui me ressemblent. D'avoir plus de clients avec lesquels je suis vraiment en résonance. Et j'ai eu l'idée d'écrire sur LinkedIn, qui est quand même un réseau professionnel pour développer sa clientèle. J'ai eu envie de dire qui j'étais vraiment, de m'exprimer en authenticité, de parler à partir de mon cœur. Alors, on a différents cerveaux. Moi, il se trouve que le premier, c'est peut-être ce cœur qui me donne, qui me guide et que j'essaye d'écouter autant que possible. Et donc, un matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 3 candidats à la suite qui étaient des très bons candidats qui quittaient leur entreprise parce qu'ils avaient des managers dysfonctionnants. C'est très représentatif de nos entreprises françaises. Hein. Beaucoup de dysfonctionnements dans le management. Et le troisième, ça m'a vraiment... j'ai ressenti de la colère en comprenant que c'était un problème systémique. Ce n'était pas anecdotique, en fait. 3 à la suite, ce n'était pas anecdotique. Et du coup, je me dis, tiens, c'est peut-être le moment de parler de ça. Ce n'est pas déconnant par rapport à mon métier. C'est un cas réel, voilà, de comptoir de chasseuse de tête. Et je vais essayer de raconter ces anecdotes après un temps de méditation pour ne pas être sous le coup de la colère, en utilisant la CNV pour que mes propos soient audibles, qu'ils ne soient pas trop clivants, et en trouvant, via les réseaux sociaux, une ligne de crête entre mon identité professionnelle et mon engagement citoyen et humaniste. Donc vraiment, j'ai pesé chaque mot et j'ai posté. Et mon premier désir, ce n'était pas de faire du buzz ou d'élargir ma communauté, c'était d'abord un besoin de déposer cette charge émotionnelle quelque part. Et après, en me disant, tiens, voilà, pourquoi pas joindre le nécessaire à l'utile pour ma vie professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a eu 20 000 likes sur ce post, parce que je pense qu'effectivement, dans cette recherche de justesse dans les mots, d'authenticité, où vraiment j'écris, j'écris en ressentant ce que j'écris, j'incarne, je vibre en fait ce que j'écris, ça fonctionne. Et je crois que c'est aujourd'hui mon secret, si on a des secrets, en tout cas dans Éclore et sur les réseaux sociaux, c'est de partager, de faire expérimenter ce qui est vivant, ce qui est vraiment présent. Très bien. Je suis un peu longue dans mes réponses peut-être, non, c'est bon?
Oui, oui. Non, 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 c'est très bien, merci. En fait, là, je regardais effectivement quelques questions qui arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous envoyer au fur et à mesure vos questions. Nous allons effectivement dans quelques minutes ouvrir l'échange. J'aimerais préciser quelque chose Dis-moi, sur oui. cette ligne de crête là, entre un monde corporate très policé, voilà, qu'on connaît, et ce mouvement culturel éclore très organique. Quelquefois, effectivement, je me suis mise en difficulté. Parce qu'il y a deux logiques qui sont aujourd'hui pas très réconciliées. Hein. C'est la logique corporate, business, politique qui est plutôt fondée sur des valeurs de domination, de non-transparence de l'information, de non-reconnaissance des personnes. Les personnes, ce n'est pas ce qui intéresse le monde du business. Ce qui intéresse le monde du business, c'est des pions qu'on positionne, on coupe la tête, on change Paul par Pierre. Vous voyez, et cette logique humaniste où on prend en compte l'autre, où on l'écoute, où on dit ce qui est en vérité, c'est deux logiques qui aujourd'hui ne sont pas réconciliées et qui, dans pas mal de cas, s'opposent. Cas d'école, qu'est-ce que vous faites si l'un de vos clients, qui génère beaucoup de business, n'est pas éthique? Vous apprenez qu'il n'est pas éthique. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on est dans la logique économique, on ferme les yeux? Est-ce qu'on est dans une logique humaniste? On ne peut plus travailler avec elle. Ce cas est grossier, mais en fait, il est tellement fréquent. Il est tellement fréquent. C'est un exemple. Donc, cette tension-là entre le monde économique et la logique des humains, cette tension-là est au cœur de ce qui m'anime au quotidien et au cœur du projet Éclore. Et j'ose espérer qu'un jour, on saura vraiment réconcilier ces deux niveaux logiques. Oui. Et du coup, quelle serait, tu parlais de force intérieure qui nous aide justement à devenir plus humaniste, à justement avoir confiance en cet avenir. Quels seraient les leviers finalement pour arriver à cette, voilà, à cette synergie entre ces deux univers? D'abord, peut-être les reconnaître et les accepter. Donc, reconnaître que le monde économique a ses modes de fonctionnement et les accepter pour pouvoir agir dessus. Et voilà. Si vous êtes dans le déni, je me souviens d'un événement qu'on a porté avec le MEDEF, où certains membres de l'association étaient contre le fait qu'on puisse pacter avec le diable. Et non, le MEDEF, ce n'est pas le diable, c'est une fédération de dirigeants et ils sont pris aussi dans des systémiques qui nous dépassent. Voilà, donc c'est reconnaître le jeu économique, le jeu des lobbying, des syndicats, du patronat, voilà, dans lequel on est tous. À partir du moment où on a un ordinateur, on participe, ou un smartphone, si vous regardez avec votre smartphone, on est participant de cette systémique économique qui a aujourd'hui une logique de plus en plus technocratique et financière. Donc, il y a une machine qui s'emballe et elle ne va pas dans la bonne direction. Et puis, il y a une autre machine qui est peut-être pas une machine, plutôt une systémique qui est celle de l'humain, qui sort de son ignorance. Je pense que notre société est beaucoup moins ignorante que celle de nos parents ou de nos grands-parents. On apprend à se connaître, on découvre que l'émotion est une information et qu'elle peut être notre meilleur allié. On apprend à accepter l'autre dans ses différences. Et donc, la reconnaissance, pour moi, des fonctionnements de chaque niveau logique est déterminante. Ensuite, c'est pour moi comment je cultive cette intériorité au cœur de la tourmente, au cœur des bras de fer, au cœur du quotidien. Et encore une fois, ça, c'est quand même sacrément difficile. Donc, c'est prendre quelques minutes de méditation régulièrement dans la journée. C'est avoir conscience de notre souffle. C'est bien se nourrir, enfin, plein de choses. Et puis le troisième, ouais, j'ai un petit peu dit en introduction, mais accepter de se confronter. Accepter de se confronter et se dire, moi je me dis souvent quand je suis avec des personnes qui sont de ma lucarne, pas des belles personnes, voilà, qui maltraitent des humains et que je dois avoir affaire à eux, je garde cette métaphore en tête. Je suis à la fois un pion sur l'échiquier. Donc là, dans ce jeu de négociation, par exemple, je peux être une cliente ou demain une candidate. Voilà. Donc, on est sur le jeu social, le jeu d'échecs.
Et en même temps, je suis la main qui reste libre et qui peut sortir du jeu. Et l'élément le plus fort, c'est qu'on est les deux à la fois. Et dans des situations humainement difficiles, hein, des situations où il y a de l'injustice sociale, où il y a de la maltraitance, comment on fait pour être sur cette logique d'intériorité, donc cette main, et en même temps jouer son pion sur l'échiquier et être les deux à la fois. Et être les deux à la fois, c'est extrêmement difficile. C'est ce à quoi je m'exerce au quotidien, c'est être les deux à la fois. Et il y a un jeu, J-E-U, hein, entre le pion et la main. Il y a du jeu, il y a du libre arbitre. Donc, comment on trouve cette justesse, cette bonne distance? Cette bonne distance pour à la fois ne faire de rien une affaire personnelle, je suis la main, je suis au-delà de ce qui se passe, et en même temps faire de tout l'occasion de changer les règles du jeu, de se positionner sur l'échiquier, de dire là, non, là, quand vous parlez comme ça à cet employé, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas acceptable. Et il y a vraiment, c'est vraiment très délicat à faire. C'est vraiment, j'ai envie de dire, je m'exerce au quotidien et je n'ai pas la prétention d'être parfaitement humaniste. J'ai juste la prétention de vouloir être parfaitement en chemin. Voilà. Et en faisant le vœu tous les matins, avec les petits rituels avec ses amis, avec les événements éclore où on se fait grandir ensemble. Très bien. Est-ce que tu interagis régulièrement avec des directions des ressources humaines, justement? Est-ce que tu passes ce message auprès effectivement des différents acteurs des ressources humaines, des relations humaines dans l'entreprise? Comment Oui, interagis-tu avec c'est eux? mon quotidien. Oui. C'est mon quotidien. Il y a peut-être deux niveaux d'échange. Il y a des DRH éveillés, des DRH qui vibrent comme nous, qui comprennent sans même avoir besoin de poser des mots. Et donc, il y a une grande complicité, une grande connivence et on fonctionne main dans la main et on peut se livrer sur les dysfonctionnements qu'on observe dans nos organisations. Voilà, donc là, j'ai envie de dire, c'est fécond, c'est assez amical. Et puis, il y a aussi un certain nombre de décideurs qui sont comme les crapauds dans une bouilloire ou dans une casserole d'eau chaude. On ne voit plus, en fait, ou un hamster qui pédale. Tu connais, Reslem, l'histoire du crapaud, dans la grenouille dans l'eau chaude? Tout à fait. Oui, effectivement. Voilà, donc si vous jetez une grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle va sortir tout de suite. Enfin, c'est ce que dit l'histoire. Si vous la mettez dans une casserole d'eau froide et vous faites bouillir l'eau doucement, elle va finir ébouillantée. Et en fait, comme notre société est dysfonctionnante on est né dans une société dysfonctionnante. Notre école, à l'école déjà, c'était dysfonctionnant. Hein, on doit obéir au maître et se taire. Donc, il y a une soumission inconsciente à des autorités extérieures, souvent illégitimes. Il y a beaucoup d'impostures dans les entreprises, il y a beaucoup d'impostures en politique. Et le constat qu'on faisait lorsqu'on déjeune ensemble, Reslen, c'est de dire, oui, les belles personnes, souvent, elles se barrent, quoi. À un moment, elles se barrent. Voilà. Donc, certaines restent, et puis beaucoup ne voient pas. Et on ne peut pas forcer à voir. Pour le coup, on ne peut pas forcer à voir. Très bien. Merci Solène. Alors on va démarrer peut-être, on va commencer à prendre les questions au fur et à mesure de nos participants. Une question de Véronique. La culture, notre histoire française, n'était pas à l'origine de cette absence d'ouverture vers les autres et de cette unique référence de conformisme qui ne s'attache qu'au diplôme. Prestige l'entreprise sur un CV. J'ai beaucoup recruté et la pression des RH et dirigeants est toujours très forte d'écarter le candidat à trois pattes ou d'accepter des candidats appelés atypiques. La crise que nous avons traversée va-t-elle réellement faire évoluer les mentalités? Alors, je partage ce diagnostic. Je pense qu'effectivement, il y a un conditionnement très culturel. Hein. La France est sûrement un des pays où il y a une norme barrissante sur le diplôme, l'homme blanc de 40 ans. Voilà, on le voit. Est-ce que les choses vont changer? Non, les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un sursaut. C'est-à-dire que et ce sursaut, il peut venir aussi des candidats.
le nombre de candidats que j'ai rencontrés qui lisent leur présentation, qui lisent leur CV, qui lisent les commentaires sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut rentrer dans les cases. Donc, en fait, le problème ne vient pas que des DRH ou des dirigeants. J'ai envie de dire, le problème, il vient de nous tous. Il vient de nous tous qui nous soumettons un peu aveuglément, sans avoir trop conscience, à des normes qui sont méprisantes, en fait, qui méprisent la dignité humaine. Et on se soumet à ça. Et moi comprise. Je suis juste en train de comprendre qu'en fait, malgré ce chemin d'émancipation, il y a encore des fils, quoi. Donc, je pense que ça peut changer, qu'il y a toujours espoir, que ce n'est pas en train de changer, qu'au contraire, dans les entreprises, la crise a plutôt renforcé les dysfonctionnements systémiques, c'est-à-dire qu'on parle encore plus de KPI court terme et d'argent. Donc, il y a beaucoup de beaux projets qui se sont arrêtés. Il est vrai aussi qu'il y a une minorité grandissante de personnes qui prennent conscience et qui s'éveillent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'éveille ? Soit on se barre, donc on va créer une ferme de permaculture, on crée son executive studio, je ne sais quoi. Donc, on prend sa vie en main. Avec toute la limite de ça, c'est qu'il faut trouver le business model et que c'est pas évident. Beaucoup, après un an ou deux, reviennent me voir en me disant Solène, on veut renouer avec le salariat. L'autre hypothèse, c'est de rester dans les organisations dysfonctionnantes et essayer de changer les choses de l'intérieur. Mais c'est usant, c'est très, très fatigant. Là, je recommande de s'allier, de trouver les autres acteurs, actrices du changement dans l'organisation pour ne pas être seul, parce que seul, on n'y arrive pas. Et puis, je crois en la troisième voie, qui est de construire avec d'autres des communautés, des collectifs qui font bouger les lignes de la société. Très bien. Merci Solène de cette réponse. J'ai une autre question de Tiffaine. Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est sa propre conviction, savoir qu'on est juste avec soi, avec soi-même, et de prendre conscience qu'on vit dans un monde et qu'il faut en faire partie pour le faire changer? Je suis d'accord en partie avec ça. On parle là de justesse, être dans sa justesse, être toujours à l'écoute de ce qui est juste. La deuxième proposition, c'est aussi de prendre en compte qu'on est dans un système, dans une société, et qu'à moins de se couper du monde et de vivre dans le Larzac, il faut faire avec ce système. La troisième troisième point que j'aimerais donc ajouter, c'est se dire que quelquefois, là c'est subtil, hein, que quelquefois, il faut accepter de jouer à quelque chose qui n'est pas 100% juste avec soi, parce qu'on participe de la justice sociale ou de la justice dans l'entreprise. Et je crois que si on n'est que dans notre justesse, dans un système qui est injuste, c'est quand même compliqué de faire bouger les choses. Et donc, je préconiserais plutôt d'être à la fois dans cette verticalité, cette justesse, de chercher à construire des relations et des modèles plus justes à l'extérieur. Et on est à nouveau avec la main. Là, en gros, la justesse, c'est notre main. La justice, c'est les règles du jeu d'échecs. Et voir, en fait, jouer sur les deux. Sans être un ou une ayatollah de cette verticalité, de cette justesse. Parce qu'il peut y avoir des impasses aussi. Je vois quelques impasses à n'être que dans sa justesse. Bien sûr. Je rebondis d'ailleurs sur une autre question de Julie. Dans ces périodes de dissonance, as-tu jamais été tentée de démissionner du côté corporate? 1001 fois. Oui. 1001 fois. 1001 fois. Je crois que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. D'abord parce que j'ai peur. Voilà. J'ai peur parce que j'ai plutôt une âme d'artiste. Moi, j'aime inspirer, j'aime guider, j'aime écouter, j'aime faire émerger. Et donc, pour moi, jusqu'à présent, c'est plus confortable d'avoir un emploi où je développe mon portefeuille avec un style un peu à moi et un autre espace éclore où il n'y a pas ce cadre économique. Il n'y a pas ces enjeux, même s'il y a un petit peu d'enjeux parce qu'on a perdu de l'argent avec le Zénith, il faut quand même qu'on fasse tourner notre affaire, mais
mais il y a moins cet enjeu. Donc, je pense que jusqu'à présent, j'ai gardé ces deux vies par peur de me jeter à l'eau, par conscience de mes propres incompétences dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je suis intrapreneuse, mais moins entrepreneuse. Donc, je sais bien initier, amorcer, mais entreprendre dans un monde qui est un monde quand même de marketing, d'imposture, de manque d'authenticité, j'ai peur. Je vous l'avoue, j'ai peur. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très, oui, très troublant de sauter le pas et d'avoir cette force de tout lâcher pour se concentrer à 100% sur nos convictions et nos aspirations. J'en suis tout à fait consciente. Merci pour ce partage et ta sincérité. Alors oui, j'ai un partage et un remerciement de Véronique que je souhaitais partager avec vous. Merci Solène, beaucoup de maturité, beaucoup de charisme et de clarté d'esprit. Si tous les RH pouvaient suivre le même chemin et surtout un stage d'observation auprès de Solène. Merci pour ce choix et ce partage. Voilà. Donc Alors, donc j'aurais une dernière question peut-être avant de terminer notre échange, de clôturer cet échange. Quel est ton rêve de demain? Le rêve de demain, il est politique. Le rêve de demain, donc je parle plutôt d'un niveau macro, mais je rêve que l'Europe redevienne un berceau des droits et des devoirs humains, qu'on transforme radicalement notre politique, notre système économique. Aujourd'hui, c'est une pseudo-démocratie, c'est-à-dire que les citoyens ne sont pas véritablement engagés dans les décisions politiques, et c'est un monde économique qui est bâti sur la domination, les rapports de force. Et donc, je rêve de voir de mon vivant une Europe qui innove radicalement en matière de social, d'économique et d'écologie. Voilà, ça, c'est vraiment mon rêve. Et après, mon plus petit rêve, c'est d'avoir un bastion de cet humanisme au cœur de Paris, donc un lieu que j'aimerais ouvrir avec Éclore et d'autres amis, au cœur de la cité, où on pourrait faire vivre cette culture que nous vivons, nous, dans nos événements ou dans notre petit cercle cœur d'Éclore. Et j'aimerais vraiment de tout cœur pouvoir transmettre nos pratiques, les enrichir d'autres personnes. Et pour ça, il est important d'avoir un lieu. Oui. Alors, comment s'engager concrètement auprès d'Éclore? En fait, moi, je suis membre depuis quelques jours. Comment s'engager justement dans cette action et affirmer son engagement personnel aussi à tes côtés? Dis-moi, Solène. Merci, Reslène. C'est une belle question parce qu'aujourd'hui, on a une adhésion qui est très symbolique de 12 € par an. Oui. Et puis, on fait des événements physiques. Et en fait, je vais être honnête, on n'est pas très mature en termes d'organisation. En fait, on vit pleinement ce qu'on partage, on crée avec notre cœur, on a des pratiques en petits collectifs, de cercles de résonance, plein de belles choses. Et on arrive à un moment de bascule où Éclore doit gagner en professionnalisme, on doit se structurer, mieux s'organiser. Et donc, on est en train de pencher sur cette nouvelle maturité d'Éclore. En gros, Éclore doit éclore. Et c'est ce sur quoi on travaille. On a conscience qu'il y a aujourd'hui un écart important entre la puissance de ce que nous vivons. Là, on a parlé de maturité. Effectivement, je pense qu'on a un collectif assez mature dans notre développement, dans la richesse de nos échanges, dans le respect, dans ce qu'on peut créer. On est la première association 100% bénévole à avoir fait un zénith. Donc, on fait des choses assez dingues. Et on n'a pas encore la brique plus structurante, organisationnelle. Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous aider à réfléchir parce qu'on doit se structurer, on doit aller chercher du financement, c'est le moment parce que c'est nos préoccupations. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai une petite remarque de Jacques. Très important, la notion de devoir en regard des droits. On l'oublie souvent. Merci beaucoup, Jacques. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Solène. Merci beaucoup de ton temps, de cet échange, de ta générosité également, à travers effectivement toutes ces actions et ton engagement. Moi, je retiens 3 secrets que tu nous as livrés aujourd'hui. La méditation, l'action et l'engagement personnel, notamment à travers les réseaux sociaux. Ils ont été pour toi une révolution.
dans le rayonnement, dans ton rayonnement professionnel et dans le rayonnement d'Éclore. Merci beaucoup Solène de ton temps et j'ai été ravie encore une fois de cet échange. Merci à tout le monde, à tous nos participants aujourd'hui de votre fidélité et de votre temps. Merci pour toutes vos questions et donc voilà, à très bientôt. Merci beaucoup Solène, à très bientôt.